Petrolheads, on se retrouve aujourd'hui avec une des japonaises les plus iconiques et une des sportives les plus légendaires, la Honda S2000. Et on va voir ensemble dans cet essai tous les éléments qui ont fait le succès de cette S2000 et ça passe par les petites anecdotes et pourquoi et comment cette S2000 a été créée. Et pour ça, il faut vraiment se recontextualiser à l'époque de sa conception. On est dans les années 90 où les roadsters sportifs ont eu pas mal de succès. On l'a vu avec la MX5, il y a aussi BMW qui avait sorti son BMW Z3. Et en 1995 au salon de Tokyo, Honda dévoile leur projet SSM pour Sport Study Model sur lequel cette S2000 est basée. Et ils ont voulu marquer un grand coup avec la S2000 parce qu'elle est sortie en 1998, soit l'anniversaire des 50 ans de Honda. Et ils l'ont présentée vraiment comme une héritière déjà de la lignée S chez Honda, avec les anciennes S360, S500, S600, même S800, mais aussi comme la descendante de ces sportives iconiques des années 90, parce qu'il faut pas oublier que pendant les années 90, les japonaises, on peut dire qu'elles ont pas mal marqué le domaine des voitures sportives. Et rien que chez Honda, il y avait la NSX, la légendaire NSX, et aussi d'autres voitures comme l'Integra Type R. Et en compétition, beaucoup de succès avec leur moteur, notamment F1, avec Ayrton Senna aux commandes, rien que ça. Du coup, je suis assez excité aujourd'hui de la découvrir parce que c'est une voiture qui est beaucoup aimée par les Petrolheads en général. Elle est aussi beaucoup vue comme un véritable bijou d'ingénierie et ce pour pas mal de raisons. Et ce que vous voyez derrière, c'est une Clio 3 RS. Si vous avez toujours pas vu la vidéo de pourquoi je peux dire que c'est ma Clio 3 RS, je vous invite à la voir, c'était assez fou. En attendant, je vous retrouve tout de suite pour découvrir la légende japonaise. Ryan Little. Et si on commençait par le commencement, le nom S2000, pourquoi? Le 2000 il fait référence aux 2 litres de ce moteur-là pour 2000 cm3, même si on en faisait que 1997 pour être précis. Et le moteur que je vais vous montrer tout de suite. Et le voilà qui se cache sous ce long capot, le 2 litres 4 cylindres atmosphérique qui fait 241 chevaux pour 207 Nm de couple disponible à partir de 7500 tours minute. Mais c'est pas tout ce qu'il y a à dire dessus. Si vous avez bien observé, on a l'inscription DOHC VTEC. Et ça, c'est un point très important dans cette voiture. DOHC, ça veut dire Double Overhead Camshaft, ce qui veut dire qu'on a 2 arbres à cam. Et le VTEC, c'est le système de calage d'admission variable très connu chez Honda. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, VTEC, ça veut dire Variable Timing and Lift Electronic Control. Et ça, c'est un système qui a été mis au point par les ingénieurs de chez Honda, qui permet de contrôler l'ouverture des soupapes à différents régimes moteurs. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le couple est disponible aussi tard et c'est ce qui fait aussi qu'on a ce fameux kick-in VTEC qu'on va découvrir juste après au volant. Et c'est pas fini sur ce moteur. On comprend très vite pourquoi on parle de bijoux d'ingénierie parce qu'il y a tellement de choses à dire que sur le moteur. Déjà, comme vous le voyez là, on est sur un rupteur qui a 9000 tours minute. Imaginez juste le kiff que c'est une voiture à 9000 tours minute en atmo. Et autre chose qui était assez fou avec ce moteur qui est appelé d'ailleurs le F20C, 20 pour 2 litres. Il est en position longitudinale d'ailleurs et en position centrale avant, pas totalement avant, même si on a ce long capot. Regardez comme on voit bien qu'il est juste derrière le train avant. Et ben, autre chose à savoir dessus, c'est que le ratio était de 120 chevaux par litre, ce qui était à l'époque mieux que la Ferrari 360 Modena. Et ils ont gardé ce record Honda plus de 10 ans. Ils ont été détrônés par Ferrari d'ailleurs avec la 458 Italia. Ça aura quand même pris 10 ans à Ferrari pour battre ce record de ratio puissance pour cylindrée pour un moteur atmosphérique. C'est assez fou. Et c'est pas les seuls chiffres assez fous avec ce moteur puisqu'il a gagné le moteur de l'année 4 ans de suite en 2000, 2001, 2002 et 2003. Et en parlant des années d'ailleurs, ça va me permettre de vous parler des générations qu'il y a eu sur cette voiture parce qu'elle a été quand même commercialisée de fin 1999 à 2009, donc plus de 10 ans. 110 exemplaires à peu près écoulés dans le monde, 20 000 en Europe, 20 000 au Japon et la majorité pour l'Amérique du Nord. Des pays comme la France, il y en avait très peu. J'ai vu des chiffres comme moins de 1000 voitures apparemment. Et du coup, il y a eu pas mal de générations différentes. Il y a eu la AP1 qui était produite de 2000 à 2009. Elle fait référence à celles qui ont le moteur F20C. En 2004, là, il y a eu la AP2 avec un moteur qui lui a été dénommé comme F22C pour 2 litres de 2 cylindrées. Et lui, il allait pas jusqu'aux 9000 tours par minute. D'ailleurs, j'ai choisi de vous faire cette mise en contexte et cette explication moteur en extérieur parce que je me lasse pas de parler de cette voiture en la voyant devant moi comme ça, surtout avec ce beau rouge. Cet exemplaire là en plus c'est parmi les premières, elle est des années 2000, elle est comme neuve et elle a vraiment un design super beau cette voiture. C'est un des autres éléments qui pour moi fait son succès, avec ce capot super long bien effilé qui lui donne un air tout de suite charismatique. Et c'est aussi très simple à la fois, on a seulement une grosse prise d'air ici et on a ces phares avant qui sont dans la continuité de cette ligne là du capot. Regardez, sur le côté on voit bien l'avant de la voiture qui vient mordre la route devant. J'aime beaucoup le voir comme ça et surtout d'avoir le logo Honda en fond rouge, ça rappelle vraiment l'ambiance japonaise. Après, pour rentrer dans les détails, on avait les jantes 16 pouces sur celle-ci. Dans la génération 1.5, elles étaient disponibles en 17 pouces. On a ce beau rappel Honda S2000 sur les côtés et l'arrière je le trouve super beau aussi. Regardez, juste en stock, très simple aussi, 2 grosses sorties et un design arrière qu'on retrouve vraiment nulle part. Et ce qui est cool avec les japonais, c'est aussi comment ils préparent leur intérieur. On a la chance, comme je vous ai dit, d'avoir vraiment une voiture quasi neuve, donc on a encore les étiquettes qui récapitulent un peu les différentes
différentes options qu'il y a dessus. T'es accueilli par cette belle plaque S2000. C'est vraiment très beau. Je sais pas si on peut appeler ça des sièges baquets ou semi-baquets, mais c'est assez confortable. C'est un pur de place. Il n'y a pas vraiment de rangement à l'arrière. Et là, on est tout de suite dans cette ambiance des années 90. Faut savoir que l'intérieur est vraiment très bien fini. C'est de bonne qualité. La preuve, ça a tellement bien vieilli. Le ressenti quand on touche les différents boutons. Regardez par exemple pour augmenter ou diminuer le volume. Ce frein à main qui est là tout à droite. Ce petit pommeau de vitesse en alu avec la boîte 6. Vraiment trop cool. Et ici, on a la radio qui se cache. C'est vraiment ambiance nippone jusqu'au bout. Moi, il y a deux trucs qui ont beaucoup retenu mon attention. C'est clairement ce compteur digital pour l'époque qui va jusqu'à 9000 tours minute. Et la forme du compteur. Ne me prenez pas pour info, mais ça me rappelle vraiment la forme qu'il y a dans les compteurs d'Aventador SV par exemple. Ça te donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et l'autre truc qu'il y avait, c'est cet engine start qui est là. C'est pas un démarrage à gestion électronique, c'est vraiment mécanique, sauf que c'est un bouton. Tu démarres pas avec la clé. Et vous l'aurez remarqué, il est à gauche du volant. Et avec quel autre constructeur on démarre la voiture à gauche du volant? Porsche. Donc je sais pas si c'était un clin d'œil bien voulu à son grand concurrent le Boxster par exemple, mais en tout cas ça a fait son effet. Et autre chose qui est vraiment remarquable à l'intérieur, c'est que regardez le passager, il a vraiment rien pour lui. Tout est driver focused. Regardez comme ça, on le voit, c'est orienté vers le conducteur. Tout ce qui est contrôle de clim ou volume, tout est fait pour que le conducteur gère sa voiture. Et on a aussi le capotage électrique. Hein. Regardez, ça se fait en 6 secondes seulement. C'était électrique, mais il y avait une petite partie mécanique où tu venais clipper comme ça et refermer comme ça et c'est bon. Bon, moi je pense qu'il est enfin temps de vous faire écouter ce beau moteur et prendre le volant pour découvrir les autres éléments qui ont fait toute la légende de cette voiture. On met le contact, on appuie sur le bouton start. Et un autre élément Petrolheads qui a fait le succès de cette S2000, c'est son châssis. Châssis dit en X, qui a permis en fait à Honda d'obtenir une très bonne rigidité sur cette voiture. Comme vous le savez, un cabriolet en général, c'est pas très rigide, il faut vraiment bosser cet aspect-là. Et c'est cet aspect-là de ce châssis. Et c'est cet aspect-là de ce châssis qui a en partie fait son succès parce que ça lui donne une tenue de route qui est juste incroyable pour un cabriolet et pour une sportive tout court. Je rajoute à ça un autre point très important pour une sportive que les Japonais ont bien en tête, c'est le poids. La répartition des masses avec ce moteur en position centrale avant a fait que les 1245 kg de cette voiture sont en répartition 50-50. C'est downshift là en deuxième. Tu sens vraiment le VTEC kick in. On va en revenir tout de suite. Mais pour continuer sur les aspects qui ont fait la force de cette voiture, c'est impressionnant déjà. Désolé de me couper, désolé de vous stopper dans ces explications. Mais t'es à 8000, t'as l'impression que le moteur va exploser et t'as encore presque 1000 tours minutes de marge. Le rupteur est à 1000, la zone rouge est à 8500. Je rajoute au fait que cette gestion de poids soit juste magnifique, que ce soit une propulsion avec un différentiel Torsen et un autobloquant pour que la motricité soit très bien gérée. T'obtiens une sportive avec un comportement incroyable en virage, parce que oui, je pourrais vous dire que le 0 à 100 est en 6 secondes 5, mais est-ce que c'est ce qui nous intéresse vraiment quand tu as toutes ces configurations, quand tu as toutes ces caractéristiques en tête? En sortie de virage comme ça, j'y vais doucement, parce que sur les premières générations comme celle-ci, les phases 1, il y avait tout simplement pas d'ESP, même pas disponible en option. Ça a commencé à être une option qu'à partir de 2004. Il y avait juste un ABS, le plus léger possible, qui est efficace mais discret. On est la deuxième. Ça monte tellement vite déjà en deuxième. Et une fois passé ce fameux régime de 6005-7000, tu sens le VTEC kick-in de ouf. Ça envoie direct. J'ai beaucoup fait de recherches sur cette voiture parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Et il y a quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est que si quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le VTEC, donnez-lui une S2000 et il comprendra. Quand t'es bas dans les tours, c'est vraiment discret, ça se conduit presque comme une voiture normale. C'est ce qui se dit beaucoup, mais honnêtement, de mon expérience personnelle, ça va, il y a quand même une certaine réactivité. Je suis à 4000, je donne des coups, ça part. Par contre, c'est vrai que là, à 6000, je suis à 5500. Et là, d'un coup, vous l'entendez. Rupteur! Oh là 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 là.
le Hilento, qu'est-ce qu'il est jouissif. Et la direction est super précise. Avec ce capot qui est juste super imposant, c'est encore plus impressionnant d'avoir la direction qui t'obéit au doigt et à l'œil. Ce combo de ce volant 3 branches, le compteur digital qui va jusqu'à 9000 et ce capot super long qui attaque, qui mord les virages, ça fait amplement partie de l'expérience de conduite. Bah c'est cool du coup parce qu'à bas régime t'as vraiment une voiture avec laquelle tu peux cruiser tranquillement. Vous l'aurez compris, le côté pratique daily c'est pas le fort de la S2000, même si elle est très bien finie et assez confortable. On est bien maintenu. Et là en sortie de rond-point, comme le disait le propriétaire, avec cette absence de SP, il suffit de donner un peu trop de gaz pour que l'arrière parte. Je vais pas faire ça, mais je sais qu'elle a ce comportement joueur là, mais que c'est pas très traître. C'est vraiment ce sentiment de jeu comme sur une BMW par exemple. Et si vous voulez d'ailleurs voir ce que ça donne une S2000 sur circuit, je vous laisse la vidéo là parce que j'avais été en passager dans une S2000 sur un petit circuit première, deuxième, et c'est assez impressionnant ce que tu peux faire avec cette voiture. Celle-ci elle est stop. Oh là 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 là. Et c'est vrai que même si on a cette direction qui est très incisive, cette voiture qui est très à l'aise en virage, et ces freins qui sont vraiment cool pour une voiture de 23 ans là déjà. Malgré tout ça, il y a quand même un peu de roulis. Ça donne du charme à la voiture, mais... Oh là là, rupteur atteint. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est jouissif, c'est downshift. Et la voiture est stock et ça chante tellement bien. Et mais rien du tout. Si vous êtes voilà genre axé performance et que vous voulez vraiment être le plus performant possible, c'est vrai que des modifications de suspension rendent la voiture encore plus incroyable en virage. Après pour une utilisation moins axée circuit, ça reste très bien côté suspension. Et les freins et les suspensions, c'est vraiment deux aspects dont je voulais faire l'expérience. Je suis pas déçu, je suis vraiment pas déçu. Surtout quand tu mêles ce freinage au downshift avec cette boîte 6 rapports qui est, mais les passages ils sont tellement jouissifs. La forme du pommeau de vitesse c'est pas pour rien, mais la boîte est tellement bien étagée, les rapports sont très longs, mais on fait tout de suite corps avec la voiture. Et ça vous savez que c'est un truc qui pour moi est très important, c'est la connexion avec la voiture. Pour le coup, je suis vraiment pas déçu de cette S2000 et il en faut pas longtemps pour comprendre toute l'aura que dégage cette voiture et surtout tout l'engouement qu'il y a pour cette S2000 dans une époque où l'atmosphère, le 9000 tours minute, c'est possible que sur une GT3 aujourd'hui. Cette configuration de répartition des masses, de propulsion, de boîte méca, de légèreté. J'ai oublié de vous dire que la légèreté est aussi due au fait qu'il y a pas mal d'éléments en aluminium dans la voiture, notamment le capot. Tout ça fait que tu as une expérience de conduite assez unique sur le marché. Faut se dire que par exemple, pour la comparer à un autre roadster japonais léger, tu as la Mazda MX-5, à l'époque de la S2000, il y avait la NB. Elle était peut-être 150 kg plus légère, mais 2 fois moins puissante. Donc c'était vraiment un compromis de ouf la S2000. Et voilà quoi, donc pour conclure sur cette voiture, c'est les éléments que je vous ai annoncés. Un moteur avec un comportement mais de folie avec ce VTEC là. Les 9000 tours minute qui y contribue beaucoup. Cette boîte méca qui est tellement cool, c'est un pur bonheur de passer les vitesses. Cette répartition 50-50, ce châssis en X qui donne à ce cabriolet une tenue de route digne d'une sportive coupée. Et aussi tout cet univers japonais qui nous rappelle cette époque de gloire chez Honda. Il n'y a rien à rajouter à ça si ce n'est que je remercie énormément le propriétaire de m'avoir laissé faire l'expérience de cette voiture qui, pour l'anecdote, était une de ses voitures de rêve. Il avait en plus fait, quand il était gosse, un tour dans cette voiture là, cette S2000 là bien précisément. Et il avait dit au propriétaire un jour j'aurai cette voiture et aujourd'hui il en est propriétaire. Donc ça me fait super plaisir qu'il m'ait laissé l'opportunité de découvrir sa voiture et aussi de la partager avec vous. Donc merci à vous Petrolheads pour avoir vu cet essai. J'espère que vous en savez plus sur la S2000 maintenant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des infos à partager en plus. Et restez branchés pour les prochaines aventures.